Oui, les romancières de la première moitié du XXe siècle ont été relativement bien suivies par les critiques. Je pense à Colette, bien entendu, mais également à Lucie de la rue Mardrus ou Marcel Tiner, pour ne citer qu'elles. Mais les livres ont pour destinataires les lecteurs ordinaires, les lectrices particulièrement, car alors, comme maintenant, elles étaient les plus grandes consommatrices de littérature. Sinon par leur tirage, les livres malheureusement sont souvent gonflés d'ailleurs par les éditeurs. Comment connaître le goût des lectrices, les autrices qu'elles ont aimées, celles qu'elles ont détestées? Eh bien, aussi incongru que cela puisse paraître, en se plongeant dans la lecture d'un journal de mode. Créé en 1915, les modes de la femme de France, qui deviendra en 1926 la femme de France, qui disparaîtra en 1938, se distinguent de façon tout à fait exceptionnelle, non seulement dans la presse féminine de l'époque, mais dans la presse en général, en ce qu'il a créé le premier système d'échange direct entre abonnés, l'ancêtre de nos forums et autres réseaux sociaux. Chaque lectrice, sous un pseudonyme, pouvait envoyer des communiqués au journal qui les publiait dans une rubrique appelée la ruche. Les abeilles s'y exprimaient sur toutes sortes de sujets, la mode bien sûr, mais également des sujets de société, les relations de couple, le féminisme, l'art, la littérature. Les autres abeilles répondaient et des débats, parfois enflammés, s'engageaient. La femme de France était lue par des femmes de profils très variés, de la dactylo à la femme du monde, et pour simplifier, je dirais que le journal avait pour cœur de cible la moyenne bourgeoisie, telle qu'elle est représentée dans Le Blé en herbe par les familles de Chille et de Vinca. La femme de France, qui commence de paraître en pleine guerre, au moment où la situation des femmes change. Les jeunes filles, mais également les femmes mariées, se mettent au travail car il faut remplacer les hommes qui sont au front. Les veuves se font de plus en plus nombreuses. Beaucoup échappent ainsi à la tutelle des pères et des maris. Et la ruche bruit dans l'entre-deux-guerres de cette nouvelle situation faite aux femmes alors que la loi ne suit pas. La littérature fut rapidement à l'honneur dans la ruche, provoquant des moqueries dans les autres journaux où l'on se gaussait de ces femmes qui prétendaient jouer les critiques littéraires. Parmi les attaques les plus violentes, on compte celle d'un certain Monsieur Willy. Ne ricanons pas à notre tour sur l'appréciation portée par des ménagères sur leur lecture. Journal de mode fait irrésistiblement penser à roman sentimental, que l'on y trouvait souvent publié d'ailleurs en feuilleton, et le petit écho de la mode, par exemple, s'était fait cette spécialité. Et nombre d'abeilles avouent un plaisir coupable à la lecture de Magali, Henri Ardel, une femme, Max Duveuzy, une autre femme, ou d'Élie, les plus célèbres des productrices de cette littérature de masse, sans te faire d'illusions d'ailleurs sur leur valeur littéraire. Son idole aux yeux bleus qualifie les livres de Max Duveuzy de gentils, sans prétention. Ils ont de plus cet avantage qu'ils peuvent être lus par des jeunes filles. Loulou Miette conseille la lecture de Délie vers 14 ans et Saoudade confie qu'elle a été l'auteur préféré de son enfance. Il en va de même pour Souris de bibliothèque qui ajoute cependant « Maintenant, elle me déçoit, car je n'admets plus qu'on présente la vie sous un jour aussi faux. Tromper sur la vie est une mauvaise œuvre. » Brouillard de Lyon, tout en lui accordant qu'il fausse les idées en faisant entrevoir la vie en rose, ne regrette pas de les avoir lus. Il ne faut pas enlever à la jeunesse ses illusions. La vie s'en charge peu à peu et les instants de lecture agréables restent un bon souvenir. La morte lui répond alors. Les illusions que de tels livres ont fait naître en moi ont été suivies de trop tristes réveils pour que j'en conserve un bon souvenir. Le but recherché de toute cette production, souvent d'inspiration catholique, était de faire croire aux jeunes filles que le mariage est la fin heureuse de l'adolescence et qu'elles s'épanouiront dans leur foyer, entourées de bons enfants, avec un mari aimant, et cela jusqu'à la fin de leur vie. Le conte de fées devenait
forcément réalité. C'est pourquoi la fausseté de la production d'Élienne fit généralement se lever vent debout la majorité de la ruche. Cette atteinte au réel ne peut certes pas être reprochée à la romancière Yvette Pro, classée comme délit parmi les ouvrières des lettres, et qui est plusieurs fois nommée en ruche jusqu'à la disparition du journal. Salutaire orgueil, publié en 1907, raconte les joies et les souffrances d'une orpheline qui, grâce à l'école républicaine, a pu devenir institutrice. Elle s'éprend et est aimée d'un écrivain, mais cet amour n'aboutira pas. Imaginative, mais d'un caractère résolu, Marie combat faiblesse, humiliation, en se servant de la force qui est en elle. Et Montaubry, une abeille, en 1920, déclare que c'est son livre préféré. Le seul amour, à plusieurs années d'intervalle, redit combien le roman a influencé la conduite de sa vie, lui faisant adopter pour elle-même la devise de l'héroïne « Cultive en toi la force ». Quant à Nichevo, elle recommande aux jeunes femmes malheureuses à qui le courage manque parfois « Lisez Les belles vies manquées », un roman d'Yvette Pro qui met en scène les vieilles filles, « Lisez Dans l'ombre chaude de l'islam » d'Isabelle Eberhard, alors peut-être comprendrez-vous qu'il y a mieux que le bonheur banal, si souvent pitoyable, dont il est fait de concessions et d'effacements. Même âpre, la vie ne manquera pas de vous apporter, jeunes femmes, mes sœurs, des joies profondes, des heures émouvantes, et comme le dit Yvette Pro, votre vie sera peut-être quelque chose de plus beau que la vie réussie des autres. Quand elle meurt en 1949, Yvette Pro a droit à une nécrologie dans le très sérieux journal Le Monde, signée par Roger Coipel, son très respecté critique littéraire. Je le signale ceci aux chercheurs en mal de sujets d'études, il y a peut-être quelque chose à creuser du côté d'Yvette Pro. Mais je vais revenir à des autrices dont les noms nous sont plus familiers. Le 30 juillet 1916, on voit apparaître dans le journal une nouvelle signature, celle de Josane, qui en sera la directrice jusqu'en 1922. Cette signature est un pseudonyme tiré d'un roman de Marcel Tiner, La Rebelle, dont Josane est l'héroïne. Marcel Tiner est d'ailleurs la première écrivaine nommée en ruche cette même année 1916. Jusqu'alors, les abeilles se contentaient de se communiquer des recettes de cuisine, des idées de broderie ou des trucs pour détacher les tissus. Mélancolia innove le 2 avril 1916 en demandant aux abeilles quels sont leurs 3 auteurs favoris. Paulette, la première à répondre, lui cite Balzac, Flaubert et Marcel Tiner, dont on retrouvera le nom régulièrement jusqu'à la disparition du journal. Peu de voix discordantes en ruche, d'ailleurs, pour juger l'œuvre de Marcel Tiner. Juillet 1920, I do not forget. Marcel Tiner, c'est un des écrivains femmes qui, à l'heure actuelle, a le plus de valeur. Mars 1923, Andalouse. Je goûte de plus en plus Marcel Tiner. Février 1926, Les Horizons Bleus. J'aime beaucoup Marcel Tiner. On la compare souvent à Colette et partisane de l'une et de l'autre s'affrontent. Soleil de minuit affirme que lire Tiner la repose de Colette, ce à quoi la chèvre de M. Seguin rétorque « Moi, au contraire, je lirai avec délice Colette pour me reposer de la sèche Tiner, qui a du talent d'ailleurs. » Voudrais-je me reposer de Colette s'interroge Barberine, qui déclare détester les banalités conventionnelles des intellectuels émancipés chers à Marcel Tiner. Pourtant, ces émancipés, ces rebelles, qui clament leur droit au bonheur, ne semblent pas choquer outre mesure les abeilles. Même Josane, qui a eu un enfant de son amant alors qu'elle était mariée, et qui dit « Je ne peux vivre sans bonheur ». Les plus corsetées des lectrices du journal lui pardonnent sans doute parce qu'elle ajoute « Je ne suis pas une sainte, je ne suis pas une héroïne, je suis une femme, très femme ».
Ce droit au bonheur, qui est si vivement revendiqué et pris par les héroïnes de Tiner, devait rencontrer pas mal d'aspirations et de frustrations enfouies chez nombre de ses lectrices. Leur roman préféré, c'est Elle, publié en 1899 et de nombreuses fois réédité dans l'entre-deux-guerres. Elle, jeune fille élevée dans le culte de la raison et de la sagesse antique, faite pour accompagner les héros, doit quand même trouver un mari. Prise entre deux hommes, Maurice, un poète mondain aux qualités superficielles, et Antoine, peu engageant, taciturne, mais haute valeur morale, elle s'éprend évidemment du premier, pour, à la fin du roman, avouer à Antoine « J'ai cru aimer un homme charmant, faible, indécis, léger. À l'épreuve de la vie, je l'ai trouvé médiocre par le caractère, lâche devant l'effort, injuste, inconscient. » Et elle ajoute « Je suis près de vous, vous offrant en toute humilité de cœur mon âme, ma personne, ma vie, vous suppliant de m'associer à votre œuvre, de m'élever à vous, de me pardonner. » Et le livre se referme sur Ailée, devenue mère, qui contemple tendrement son enfant. Car nos rebelles, Josane, Ailée, si attachées à leur dignité et à leur liberté, se retrouvent faibles entre les mains de l'homme aimé, et tout finit par un mariage et le retour de la femme au foyer. Que peuvent faire les femmes, sinon se marier ? Claudine Auloin interroge. Qui connaît la rebelle de Marcel Tiner, roman utopiste, charmant, qui plaira aux idéalistes ? Arrivée à l'âge de 25 ans, les jeunes filles sont prêtes à presque toutes les lâchetés afin d'obtenir un mari, n'est-ce pas ? Et au fond, pourquoi se plaindre ? Et pourquoi rêver d'indépendance ? Obéir est très bon si on aime. Notre civilisation n'a pas remédié aux injustices flagrantes qui accablent la femme. Il vaut mieux se contenter du petit livret beige, puisque le monde y attache une si grande importance. Et c'est bien ainsi que se finissent La Rebelle et Elle, avec un livret de famille. Les enquêtes sont à la mode dans la presse du temps, et les abeilles ne sont pas en reste, qui interrogent les autres sur leur goût. À la question « Quels sont vos écrivains préférés ?» Ce sont bien des écrivains qui sont généralement nommés, Anatole France caracolant en tête pendant de très nombreuses années. Quand quelques femmes émergent, il s'agit surtout de Colette, Marcel Tiner, Myriam Marie, Gérard Douville. Au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, Colette trouve seule sa place dans les listes, et on s'étonne d'ailleurs de trouver rarement nommée Anna de Noailles, qui apparaît pourtant dans une autre enquête. À la question « Quels sont les écrivains qui, selon vous, passeront à la postérité ?» Les seules écrivaines nommées sont Anna de Noailles et Colette. Leurs deux noms reviennent en premier en 1923, quand l'abeille sans nom engage une autre enquête en demandant aux abeilles ce qu'elles pensent de l'entrée des femmes à l'Académie, ainsi que de la création d'une Académie française féminine. L'idée d'ailleurs ne l'emballe guère, le mérite s'imposant de lui-même. Asticot abonde dans ce sens. Le titre d'académicien n'a jamais rien changé au talent d'un auteur, ni même à sa gloire, j'entends dans l'esprit des gens intelligents. Il est facile de se rendre compte que la plupart des académiciens ne sont guère connus et les vrais talents sont bien rares sous la coupole. Il est donc inutile, je crois, d'enrégimenter des talents féminins sous une autre coupole. Enfin, le 30 mars 1924, après une année où la ruche s'est battue sur ce sujet, Abeille sans miel, ayant fait la synthèse des réponses, annonce les résultats. Colette, Anna de Noailles, Marcel Tiner, Myriam Marie, Rachilde, Lucie de la rue Mardrus, Séverine, Jean-Berthe Roy, Marie Curie et Gérard Douville. Andalouse avait proposé également Hélène Picard et Rosemonde Gérard, provoquant une réaction vigoureuse de Tanagra, une des as de la ruche. Non, non, Andalouse, l'exagération verbeuse d'Hélène Picard et la mièvrerie de Rosemonde Gérard sont indignes d'une académie féminine. Le coffret
elle avait proposé Mireille Havet. Celle-ci est aujourd'hui très célèbre aujourd'hui, grâce à la publication de son journal et de sa correspondance, mais seuls deux de ses livres avaient alors paru, La maison dans l'œil du chat, préfacé par Colette, et son roman Carnaval, publié d'abord dans les œuvres libres en 1922, puis en volume en 1923. Le roman, tout nouvellement paru, impressionna donc suffisamment notre abeille pour qu'elle marquât la place de la jeune romancière à l'Académie. Les abeilles ne se contentent pas de lire les poids lourds de l'édition, celles que j'ai déjà nommées, auxquelles je peux ajouter la très oubliée Pierre de Coulevin, dont les tirages cumulés dépassaient les 100 000 exemplaires. Elles partagent avec les autres les pépites qu'elles découvrent, comme Sabine Sicot, l'enfant poète, morte à 15 ans en 1928, dont Anna Noailles avait préfacé les poèmes en 1926. Également Marcel Sauvageot, dont celles qui l'ont lu vantent unanimement commentaires. Jamais oublié, René Vivien est souvent évoqué en ruche, et cela avant même que Le Maire ne sorte la première édition collective de ses poèmes en 1923-1924. Marguerite Purna-Provin, dont les tirages étaient pourtant médiocres, intéresse également la ruche, et Gavina Rosa, en juin 1925, a une enquête de Tanagra, mais le livre pour toi, parmi les 10 livres qu'elle aimerait trouver sur une île déserte. Curieuses de ce qui se publie, les abeilles restent néanmoins fidèles aux autrices qu'elles ont lues avant-guerre et les suivent. En dépouillant chronologiquement le journal, on s'aperçoit de la place que prend peu à peu Colette. Même si certaines commandent sévèrement la moralité de ses ouvrages, les abeilles se l'approprient et gare à celles qui osent murmurer qu'elles ne l'aiment pas. Colette, incomparable magicienne, jamais égalée, finit par appartenir à ses lectrices et devient notre Colette, seule écrivaine dont le nom est précédé de ce possessif. La réception de Colette par la ruche reste à faire. Un jour, peut-être.